parce qu'on est dispersé. Les enfants ne grandissent plus avec les parents. Les enfants sont, chacun est de son côté. On n'a plus cette possibilité d'éduquer les enfants comme on le faisait dans le temps. Et par rapport au mariage, comme elle vient de dire, on ne se marie toujours plus pour de bonnes raisons. On ne se marie toujours plus parce qu'on s'aime. On se marie de plus en plus par rapport à ce que l'autre a. Comme on a dit tout à l'heure, il fait quoi? Souvent, c'est comme ça qu'on présente les gens maintenant. Il est directeur à tel endroit, il fait telle chose. Voilà, ce qui fait qu'on se marie sous des mauvaises raisons. Et puis, quand on quitte au pays, les gens qui sont bien installés, ils font tout pour la famille. Quand ils arrivent ici, très souvent, comme je l'ai dit dans ma première intervention, ce rôle-là s'inverse parce qu'ils n'ont... la femme se rend compte que... Mais souvent, quand on arrive ici, c'est la femme qui trouve le travail, se rend compte que... je m'étais marié parce qu'il avait de l'argent, maintenant il n'en a plus. Donc, il n'y a plus de raison d'être avec lui. Oui. Il n'y a plus, je suis encore avec lui, pourquoi? Maintenant, je peux vivre seul, alors qu'au pays, c'est lui qui s'occupait de moi. Maintenant, je suis capable de louer ma maison, de faire ceci. Malheureusement, c'est très mauvais. Mais ça me rappelle quelque chose, là, Bertin. Au pays, on a beaucoup qui n'ont jamais la cuisine, qui ne savent pas ce qu'on mange. On peut voir le foot avec nos amis, on rentre tard, et on donne la ration, on est parti. Tout ce qui est là, madame gère, ce n'est pas grave. Mais quand on arrive dans un monde où il n'y a pas la famille à côté, il n'y a personne, on est deux. Et parfois, le climat ne nous permet même pas d'aller à gauche, à droite. Il fait froid, on est obligé de rester chez soi. Est-ce que ces changements-là n'est pas parfois très difficile pour les hommes qui arrivent ici que pour les femmes? C'est difficile pour les deux. Je m'explique. Et vous allez m'excuser que je fais tout un parallélisme entre l'économie, le mariage, tout ça. Les deux sont liés. Oui, parce que moi je considère le mariage comme... c'est une institution déjà. Et un couple est considéré comme une entreprise. Oui. Et une entreprise... Quand on crée une entreprise, il y a la phase de décollage, la phase de maturité, la phase de la stabilité, et si on ne fait rien, l'entreprise va chuter. Dans chaque couple, généralement, on devrait avoir... chaque couple devrait fonctionner également comme une entreprise. Avoir son département de recherche et développement. C'est quoi le département de recherche et développement au sein du couple? C'est un moyen de se mettre continuellement en question pour dire... Quelles sont nos forces? Quelles sont nos faiblesses? Comment est-ce que nous pouvons faire pour surmonter nos faiblesses en utilisant les forces que nous avons? Mais s'il faut prendre ce que tu viens de dire, par rapport à l'intervention que Fatou vient d'avancer et que nous voyons tantôt, ça veut dire qu'il n'y a plus... Il faut que la personne soit éduquée pour comprendre que ce phénomène... Naturellement, on prend pour acquis que... Et vous ne pouvez pas dire le contraire. Ce n'est pas n'importe qui arrive au Canada. La majorité de nos frères et sœurs qui arrivent au Canada ont au moins un bac. Oui. Donc ils ont la capacité d'aller chercher l'information à la source. Et le véritable problème dans les couples en ce moment, c'est quoi? C'est la communication. Et quand on communique, on parvient à identifier nos forces ensemble et on parvient à identifier également nos faiblesses ensemble pour pouvoir surmonter certains problèmes que nous rencontrons. Un peu plus loin là, je vais essayer de vous lister les différents facteurs que j'ai pu découvrir dans mes recherches par rapport qui sont à l'origine des séparations des couples, surtout chez nous les immigrants. Donc c'est pour dire, c'est pour revenir à ta question, je dis, quand on arrive dans un milieu comme le Canada, que ce soit l'homme ou la femme, nous sommes exposés aux mêmes difficultés. Mais comme nous sommes des êtres ondoyants et divers, la manière avec laquelle que la femme surmonte un problème ou bien l'homme surmonte un problème, ce n'est pas toujours les mêmes. Et quand il y a des équilibres, il y a toujours une personne qui peut avoir le dessus sur l'autre. Donc maintenant, c'est à vous de prendre conscience. Si moi, je suis capable de mieux m'adapter que toi, comment est-ce que je peux t'accompagner pour qu'on s'adapte de la même manière et pour que la paix puisse régner au sein de notre couple? L'adaptation.
l'accompagnement. Je sais que Fatou va nous quitter, mais je voudrais lui poser une question par rapport à ça. Si nous sommes ici en Gaz TV aujourd'hui pour débattre de ça, c'est parce que nous sommes inquiets de tout ce qui se passe dans la communauté. Parfois, il peut même ne pas avoir divorce réel, mais c'est le feu dans les maisons. Et on ne sait même plus où on en est. Mais Fatou a parlé, on est dans un nouveau milieu, et nous parlons parce qu'on voudrait être ouvert à accompagner des couples qui arrivent, à donner des conseils. Fatou, est-ce que dans le milieu, parce que tu en côtoies beaucoup, est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait qu'on commence vraiment à faire l'orientation des nouveaux arrivants par rapport à ce sujet? Ça, c'est vrai, parce que quand on parle de nouveaux arrivants, hein, qu'est-ce qu'on entend souvent? C'est aide à l'emploi, c'est rédaction de CV, trouver un emploi. Mais on oublie souvent, et moi j'en parlais récemment à une responsable au niveau de la DPJ, parce qu'elle trouvait qu'effectivement, on avait beaucoup de conflits dans notre communauté, beaucoup de dossiers qu'elle recevait, et elle ne comprenait pas. Et je lui disais, ben, regarde autour de toi, regarde institutionnellement, dès qu'on parle de nouveaux arrivants, c'est quoi directement? C'est des formations à la franchisation. Mais jamais on n'entend parler de formation sur la vie au Canada, sur la vie de couple au Canada. Vous venez d'arriver, vous êtes deux, c'est différent de nos pays. Comment vous devez vous adapter? Comment vous devez allier allier le fonctionnement d'ici et le fonctionnement de l'Afrique, parce qu'on a beaucoup de choses qui sont bien dans le mariage là-bas et qu'il faut garder. Mais la réalité ici nous impose forcément d'en prendre aussi. Donc moi je pense qu'il faut former, il faut qu'on ait des ateliers de sensibilisation, il faut des forums sur le mariage, qu'on ait des aînés comme qui sont sur le plateau, qui viennent nous parler, qui viennent nous ramener à l'ordre et nous dire que oui, vos parents ne sont pas là, mais nous sommes là pour vous aider. Et il faut aussi qu'on ait des exemples. Il faut qu'on ait des exemples qu'on voit évoluer, mais qui sont quand même dans le mariage. Des gens qu'on voit qui ont des postes d'autorité, mais qui sont dans le mariage. Et puis que ces gens-là puissent nous dire, écoutez, c'est pas facile, peu importe où tu es, mais on arrive quand même à coordonner. Et puis, il faut beaucoup plus de sensibilisation. Il faut qu'on puisse faire des ateliers de discussion. Il faut vraiment que ce soit une partie intégrale, mais pas quelque chose qu'un dimanche matin, on se lève, on en parle et puis plus tard, on l'oublie. Ça doit être dans le quotidien et ça doit faire partie, je dirais, même de l'outil d'accueil des immigrants ici au Canada. Merci Fatou. Je parlais parce que toi étant dedans, c'était pour dire aux gens, vous avez le lien Gaz TV. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous voulons vous dire qu'il y a des plateformes pour vous donner des conseils pour les nouveaux arrivants qui sont là. On a beaucoup de consultants, on a beaucoup de personnes qui sont prêts à vous écouter, ne serait-ce que pour vous donner des conseils quand vous arrivez. Et ça montre aussi un autre défi que nous avons ici au Canada. On a beau dire ce qu'on veut, mais très peu d'hommes dans nos pays accompagnent les enfants à l'école. Très peu. Parfois, on va donner de l'argent, il faut envoyer, il faut faire ça. Ça peut aussi arriver qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois développés pour les femmes, je ne sais pas, parce que l'informel, oui, elles sont plus battantes. Elles ont une force que les hommes n'ont pas. Mais les hommes ont parfois l'emploi, ils sont au bureau, ils se disent qu'ils sont pourvoyeurs, comme tu le disais maintenant, et qu'il y a cette inversion. Est-ce qu'au niveau de cette inversion, la famille, pour les nouveaux arrivants, la famille qu'on laisse au Cameroun ou bien au Togo, au Mali, au Sénégal et dans tous ces pays subsahariens, est-ce que la famille en arrière est toujours un support pour ces nouveaux arrivants? Quand on arrive ici, la famille devient de moins en moins un support. Ce que les nouveaux arrivants devraient faire, c'est créer des nouveaux liens ici, un peu comme vous avez parlé de... en tout cas, par exemple, nous qui sommes ici sur le plateau et qui pouvons donner des conseils, il y a des références ici, parce que ce que les gens doivent faire aussi, c'est que quand ils arrivent ici,
soit dans des communautés. Et que dans des communautés, qu'on identifie les responsables qui peuvent encadrer les nouveaux arrivants. Parce qu'ici, c'est difficile. C'est difficile que les parents au pays qui ne connaissent pas la réalité d'ici puissent encadrer leurs enfants qui sont ici. Donc cet encadrement doit venir d'ici. Cet encadrement qui doit venir d'ici, ça me permet peut-être de poser une question avant de revenir à toi, au coordonnateur de la fédération. Parfois, vous avez des réunions entre les représentants des communautés. Si je prends peut-être dans ton bord, parce qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs fédérations, ça peut être les Sawa, ça peut être les Sénégalais et autres, mais si on prend dans ton petit coin où tu es, est-ce que ça fait partie des orientations qu'on donne aux responsables des communautés? En fait, moi je dirais qu'il y a un problème majeur que nous rencontrons dans la communauté, c'est le problème de garder souvent l'information pour soi et de ne pas souvent partager les difficultés qu'on vit avec les autres, de peur qu'on ne soit jugé. Et le fait aussi que beaucoup parmi nous ne savent pas écouter sans juger. Ce qui fait que beaucoup de couples, nous sommes souvent au courant de la situation de beaucoup de couples trop tard quand on ne peut plus rien. Au moment où on intervient peut-être pour éviter qu'ils s'entretuent. Excusez-moi le terme, c'est un peu très fort, mais c'est pour dire à quel niveau souvent les conflits sont intenses au niveau de la séparation. Oui. Donc, idéalement, on aimerait avoir cette opportunité-là de venir en aide, d'accompagner nos jeunes frères et sœurs qui arrivent au Canada et qui ont besoin d'être édifiés par rapport à la réalité que nous vivons dans ce monde, dans ce Canada, qui n'est pas toujours très facile. Parce que, vous savez, plus un couple dure, et plus la séparation peut être très complexe. Pourquoi? À cause de l'actif qu'ils ont bâti et qu'on appelle beaucoup plus dans le domaine de l'économie micro-institutionnelle les actifs spécifiques. Donc les actifs spécifiques sont les biens qu'on accumule et qui se déprécient lors de la séparation. Et parmi ces actifs spécifiques, il y a les enfants. Quand il y a séparation, comment est-ce qu'on va gérer la garde des enfants? Ça génère un conflit. Il y a peut-être des maisons, des biens immobiliers. Est-ce que la maison, bien que la maison ait plus de la valeur, est-ce qu'à la séparation, la maison va vouloir encore? Est-ce qu'on va vraiment gagner? Donc c'est tout ce qu'on paie. Et généralement, le conflit apparaît au sein du couple lorsque l'accent particulier est mis sur cet actif spécifique. Ok. Oui. Si je reviens alors, pour que tu continues un peu là dans toute cette éducation, tu penses que, parce qu'il lève un point, oui, parfois on veut bien poser son problème, mais on ne sait pas si ce problème ne doit pas être transformé sous forme de moquerie. Je crois que c'est aussi ça, aussi la peur que certains ont. On ne sait pas si ce sera accueilli ou bien si on va vraiment nous accompagner, et parfois pas seulement nous accompagner, parce qu'on nous accompagne parfois mal. Hein? Oui, on nous accompagne parfois mal. Exactement. Et comment toi tu vois ce point? Est-ce que c'est quelque chose que la communauté devrait travailler pour pouvoir les accompagner là-dessus? La communauté devrait vraiment travailler là-dessus. Et puis par rapport aux difficultés des couples, généralement ce qui arrive, c'est que souvent quand les gens ont des problèmes dans leur couple, ils ne savent pas à qui en parler. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui ne sont pas forcément heureux, contents de vous voir heureux. Alors ces gens-là, dans notre entourage, on doit les identifier. On doit les identifier et savoir qui a envie de nous voir heureux. Parce que dans une médiation, la personne qu'on va chercher, en fonction de sa qualité, on sait de quel côté il va diriger la médiation. Donc, dans notre entourage, on doit savoir qui veut nous voir réussir, qui aime voir les nôtres réussir. Et puis, quand il y a un problème, qu'on se retourne souvent vers ces gens-là. Et puis, les doyens qui sont ici le connaissent.
Que quand quelqu'un vient te voir pour un problème, tu peux dire que non, ton problème là, mais va voir telle personne, il va t'aider. Tu demandes d'aller le voir parce que tu sais qu'il a déjà résolu des problèmes comme ça, parce que tu sais qu'il a déjà résolu, parce que tu le connais. Oui. Et c'est ça, c'est ce que les gens, quand on vient d'arriver, bon, ce sont des gens qu'on ne connaît pas. C'est souvent très, je peux dire un peu difficile, toujours de faire confiance de nos jours, vu certains contextes pour certains pays où on vit déjà sous la méfiance. Quand ils immigrent, parfois on a l'impression que toute information doit s'acheter. On oublie que tout est écrit noir sur blanc sur l'Internet, on peut aller tout avoir. Peut-être, est-ce que ce n'est pas aussi un autre point qui peut causer des problèmes, qui peut ralentir les couples dans la recherche de l'information? Oui, naturellement, ça peut ralentir les couples dans la recherche de l'information. Mais il y a une chose que nous devions aussi essayer de comprendre, c'est que nous vivons dans une société où lorsque un individu prend la peine de se confier à un autre individu, il est capable demain de tenter de poursuivre contre toi s'il n'y a jamais ce qu'il t'a confié comme information s'est retrouvé à l'extérieur. Donc, en principe, nous devions d'abord éduquer notre communauté pour qu'ils prennent conscience que quand quelqu'un vient te confier un secret, se confier à toi parce qu'il a des problèmes, c'est parce qu'il te fait suffisamment confiance et que tu vas garder cette information pour toi. Et venir en aide à cette personne si tu es capable. Et si tu n'es pas capable, lui transférer vers quelqu'un qui peut mieux l'aider. Ça, c'est une information que quand nous arrivons, et comme disait Fatou tantôt, c'est autant des choses qu'il faut expliquer aux nouveaux arrivants. Pour dire, nous sommes dans une société où, quand tu partages une information privée, on peut facilement te poursuivre parce que tu l'as partagé. Oui. Parce que moi, papy, je te confie un secret. Si demain, j'entends ça de la bouche du chef, je peux te poursuivre. Et si tu te poursuis, j'aurai raison. Normal. Donc, il faut qu'on essaie de sensibiliser nos frères et sœurs sur ces faits-là. Et comme ça va donner plus de confiance à ceux qui ont des problèmes à venir nous rencontrer pour dire que voilà, j'aimerais que je suis en train de vivre cette situation, j'aimerais que tu m'écoutes pour me venir en aide si tu es capable. Et aussi, éduquer nos membres, nos frères et sœurs à être plus attentifs, à l'écoute sans juger. Okay. Parce que le véritable problème, c'est que quand je viens me confier à toi et que je sais que tu vas me juger, je m'abstiens de le faire. Oui. Or, quand je te confie, c'est parce que j'ai des sérieux problèmes. Donc, c'est à toi de m'écouter attentivement sans me juger. C'est autant de choses. Donc, il y a une forme d'éducation. Et c'est là où je rejoins Fatou pour dire que nous, les doyens ici au Canada, par exemple, là, au fur et à mesure que nos frères et sœurs arrivent, on devrait les sensibiliser sur la manière avec laquelle fonctionne la société. D'abord. Et ils savent comment ils peuvent nous rejoindre. On a parlé à travers les communautés, on a parlé à travers Ngas TV. Donc par là, vous pouvez nous rejoindre et il y a toujours des oreilles à votre écoute. Et il faut savoir que c'est confidentiel. Il y a beaucoup de choses qui sont confidentielles. On ne pourra pas pointer du monde. Mais parfois, on a besoin d'écouter. Nous sommes des hommes. On a écouté un peu Fatou le voir. Et j'aimerais demander un peu quel est le point de vue de Marie-Claire qui est à Québec. Qu'est-ce que tu penses de ces fléaux qui nous dérangent aujourd'hui? Peut-être pas fléau, parce que ce n'est pas toujours mauvais en soi. Parfois, ça peut être une libération aussi. On ne peut pas toujours être dans une prison. On ne peut pas toujours pas mariage à tous les prix. Bonjour Marie-Claire. On a de la difficulté à t'entendre. Je ne sais pas si ton micro... Est-ce que ça va? Là, ça va maintenant. Bon. Ok. Marie-Claire, c'est moi. Claire Afritude encore, ou alors la mémé. On m'appelle communément la reine-mère. Ou affectueusement pour les enfants de Marie-Claire, bien sûr. Je suis l'une des personnes chez qui... Je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de retours. Quand je parle, il y a beaucoup de retours. Mais on t'écoute parfaitement, c'est beau. On t'écoute bien. Ah, ok. Donc, quotidiennement, depuis que je suis là, depuis que
je me suis installée à Sainte-Foy. J'ai fait partie de mon entreprise. Je reçois de plus en plus des plaintes des jeunes, tout comme des matures, les anciens ou les nouveaux couples, ou même les jeunes qui souhaitent se mettre en couple, qui ont vraiment beaucoup de mal à se trouver l'homme comme du côté de l'homme comme de la femme, c'est vice-versa. C'est dans tous les sens. Donc, quand je me suis sentie vraiment interpellée quand Sylvie m'a demandé mon point de vue. Parce que c'est un fils qui me connaît aussi, personnellement et particulièrement, parce qu'il connaît ma vision dans ce problème. Ce fléau qui nous nuit, qui nous détruit au Canada. Le premier point, c'est le manque de tolérance. Il faut que mes jeunes filles qui m'écoutent, qui vont me regarder parce que je m'adresse d'abord à l'arbre de la paix de la maison. Parce que la femme est celle-là qui porte la main de paix dans une famille. De commencer par être tolérant. D'ouvrir le dialogue. Parce que la bouche qui est attachée, quand on ne communique pas, beaucoup de choses nous échappent. Il faut installer la communication au sein de la famille. En dehors de la communication, mettre la tolérance au-dessus de tout. Parce que quand on est tolérant et qu'on écoute, on peut résoudre plein de choses. Donc, j'ai parlé de la communication qui est dialoguer, écouter et tolérer. Parce que beaucoup viennent avec des blessures anciennes, qu'elles ont les frustrations qu'elles ont vécues à l'extérieur. Et quand elles arrivent ici, c'est l'occasion pour elles, pour un moindre quoi que l'homme va faire, c'est-à-dire moindre et petit échappatoire, elles profitent, elles se vengent. À ces filles qui vivent ces situations aujourd'hui, maman, toi qui me regardes, comprends que les choses peuvent changer. Ce que tu as vécu hier, ici peut-être, tout peut changer. C'est aussi l'occasion que la loi sur laquelle tu essaies de t'accrocher pour te venger ou pour faire ce qui te passe par la tête, utilise plutôt cette loi pour essayer d'amener ton chéri à changer. C'est très facile de copier ceux qui sont déjà à l'extérieur. Mais laisse-moi te dire que ceux-là qui sont déjà dehors et qui t'attirent sont en pleurs. Ce qu'elle refuse de te dire, c'est qu'elle n'est pas heureuse. Elle en souffre. Je connais qui viennent ici en larmes disant la reine-mère, je cherche même à arranger, mais il est déjà passé à autre chose. Là, je me suis adressée à mes filles. Celles qui ont vécu des frustrations avant d'arriver. Parce que voilà le premier point. Deuxième point, c'est que ceux qui arrivent ici et que trouvent les lois d'ici et s'accrochent dessus, sachez que nos chéris, peu importe l'attention qu'ils vont vous accorder, ne vont jamais épouser la culture canadienne. Parce que nous, leurs mamans, nous les avons élevés avec notre culture. Qui ne peut pas, donc, le chien ne peut jamais changer la façon de s'asseoir. Ça, c'est sûr. Il peut améliorer. Mais oublier complètement, c'est difficile. Donc, mes chéris, oubliez ça. Je vais m'adresser à mes garçons. Allô? Oui, maman. Il y a un point que tu es en train de toucher là. Je sais que ce n'est pas évident. Là, ce sont vraiment des conséquences qui viennent après. Nous savons, tu as touché des points sur les causes
dans des anciennes blessures qu'on avait. Mais est-ce que tu vois les garçons quand ils arrivent aussi, ça peut être dû à un stress, le changement là, il n'a plus la facilité d'avoir ce qu'il Je m'en avait. venais. Je Ok. voulais justement, parce que je commence chaque fois que je prends la parole en public, j'aime mieux commencer par la main de paix. Parce que quoi qu'on dise, la femme a la solution. Hein. Elle a la main de paix. Quand la femme veut, même Dieu l'accompagne. La femme, elle est capable de tordre le fer. Donc vous, peu importe la tête que vous pouvez nous faire, je vais dire à mes filles que ne me vois pas rougir comme un lion. Tu es capable, ma chérie, de le transformer comme un bébé. Il suffit de lui donner un peu plus d'amour, un peu plus d'attention, le respect. On n'a pas dit soumission que vous refusez là, que c'est prendre ça comme si c'était l'esclave. Non, 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 non. C'est juste le respect. Bon, maintenant, je m'adresse à toi. Mon chéri qui me regarde là, mes garçons, vous qui me regardez, je dirais que vous vous prenez aussi beaucoup trop la tête. Si vous essayez un peu de baisser et comprendre que ici, nous ne sommes plus que nous. Vous êtes en danger. En danger, pourquoi? Parce que tout est réuni pour que vos moindres erreurs retournent contre vous. Ce n'est pas pour vous rendre faible, non. J'essaie juste de vous dire que essayez de comprendre que quand on a fini de changer, on dit souvent partir, c'est mourir. Vous avez changé en changeant de pays, de climat et tout. Changez aussi de comportement un tout petit peu. J'ai été très contente d'entendre un de mes garçons sur le plateau dire que très peu des hommes chez nous connaissent comment accompagner les enfants à l'école. C'est vrai. Le savez-vous, vous, le même stress que vous vivez au travail, c'est le même stress que madame vit au travail également. Quand vous vous retrouvez donc à la maison, au lieu de tout reposer sur elle, c'est elle qui doit faire à manger, c'est elle qui doit s'occuper des enfants, aller chercher à la garderie, aller déposer, aller tout faire. Et revenir aussi répondre à papa, même à 4 heures du matin, elle a calculé comment se lever et planifier sa journée. Il faut d'abord répondre à ton besoin aussi, parce qu'elle est là pour ça aussi. Chérie, comprends que tu peux, à un moment donné, faire planifier ça avec elle. Complétez-vous. L'aider à faire ton petit repas, ce n'est pas que tu es devenu ou elle veut te faire porter le pain, non. C'est aussi un signe d'amour. En l'aidant, peut-être, elle est en train de faire la vaisselle et toi, tu écrases au mixeur. C'est aussi en la caressant les cheveux, un moment d'amour aussi. Regardez ça dans ce sens-là. Mais j'en connais qui viennent, je reçois ces plaintes-là ici. Oh, elle pense que je dois devenir son esclave. Madame se couche, elle rentre, elle ne demande pas que j'ai mangé quoi. Elle ne me sert plus à manger à table, elle ne me. Vous, les jeunes mariés, sachant que quand tu as demandé la main de ma fille, tu es allé l'épouser, elle était seule. Son cœur à 100% était pour toi. À partir du moment où elle a pris une grossesse en elle, et que vous deux, chaque jour, tu poses ta tête sur son ventre pour écouter le battement du cœur de ton bébé, laisse-moi te dire qu'elle écoute les mouvements du bébé en elle à chaque seconde, de nuit comme de jour. Ça veut dire que le cœur qui t'appartenait seul, à l'heure où vous êtes mariés, tu vois que à 100% ce cœur-là est déjà descendu, ton amour pour elle. Donc,
Ça a déjà, je veux dire, son amour pour toi, je veux dire, excusez-moi de, en tout cas, vous mettez là où On il met faut. là où on veut. C'est-à-dire, là où son amour pour elle, son amour pour toi a déjà diminué de 90%. Le 10% est déjà à votre bébé qui est encore en elle. Maintenant, quand le bébé va naître, ça va encore diminuer, chuter au moins de 20%. Donc, l'attention qu'elle avait pour toi, elle divise ça et met l'autre sur votre bébé à vous deux. Tu commences à développer des petites frustrations parce que l'accueil à la porte a changé. Peut-être à l'heure que tu arrives, elle est dans la chambre, elle est occupée, elle donne le tété. Tu dis, qu'est-ce qui n'a pas fait? Du coup, l'habitude qu'elle t'a donnée commence à changer. Les frustrations commencent à se développer. Écoutez tout ça. Mettez tout ça sur la table. Faites l'examen de conscience. Réparez tout ce qui ne va pas dans vos maisons, s'il vous plaît. Je ne suis pas contente de recevoir tout le temps les plaintes. La reine, quand elle s'assoit à la chefferie, elle doit aussi recevoir les bonnes nouvelles et recevoir aussi même des cadeaux. Ça, c'est tellement important ce que tu dis, parce que ça nous amène là à voir vraiment les causes de tout ce déraillement. On va peut-être aller voir les principales causes. Et peut-être d'une façon ou d'une autre, tu les as presque tous résumées. Et dans les causes que tu as fait, là, je vais demander à Bertin peut-être de sortir ces causes, parce qu'il y a un autre point là qu'on va venir attaquer tantôt. C'est très important. Ok. Ok, merci beaucoup, Papy. Avec les recherches que j'ai eu à faire et très minutieux concernant les causes de divorce chez les immigrants noirs du Canada spécifiquement, j'ai pu identifier 5 causes. Le premier, c'est le renversement des rôles, ou l'autorisation, ou l'accès à la location et à la protection juridique remettent en cause l'autorité traditionnelle, comme disait le chef tantôt. Il y a aussi la crise de masculinité qui démontre la perte du rôle de pourvoyeur de l'homme au sein du couple et le déclasse de facto. Et la seconde cause, c'est le stress économique. Donc, il y a la précarité. Donc, dans la communauté afro-descendante, genre les immigrants venant de l'Afrique, généralement, il y a un taux de chômage qui est très élevé déjà. Il y a le sous-emploi, il y a le coût de la vie qui est élevé. Et ça fragilise également le couple. Et il y a un point aussi spécial qui a été découvert, c'est le transfert de fonds. Donc on dit le conflit sur l'argent envoyé à la famille, au pays, versus le suivi local. Donc dans certains couples, généralement, il y a peut-être un membre du couple qui va faire comme si... C'est-à-dire qu'il ne va même pas s'occuper du problème du couple, mais va se précipiter à transférer de l'argent. Et ça fragilise le couple. La stabilité. Oui. Et la troisième cause, c'est l'absence de tampon. On a évoqué ça tantôt. C'est une perte de médiation. Oui. Donc, absence des aînés pour réguler les conflits. Le chef en a parlé, Fatou en a parlé. Et on se disait qu'il faut bien chercher à mettre sur pied des structures pour écouter, pour accompagner nos jeunes couples. Et il y a le huis clos. Donc l'isolement social et géographique, par exemple l'hiver, vous savez, pour ceux qui sont ici depuis longtemps, les grands conflits génèrent dans les couples pendant l'hiver. Et le Covid en a montré. Et le Covid en a montré. Et entre parenthèses, 2020, l'année du Covid, a été l'année où le taux de divorce a été le plus bas au Canada. Ah ouais. La quatrième cause, c'est le choc culturel. On en a évoqué également la dissonance, un rythme d'intégration différent entre les conjoints. Donc, il y a toujours un conjoint qui s'intègre plus rapidement que l'autre. Et ça crée un déphasage. Et il y a aussi au niveau de l'éducation, donc conflit entre disciplines traditionnelles et lois canadiennes. La DPJ qui entre souvent en jeu par rapport à l'éducation des enfants et ça fragilise également la vie de couple. La cinquième cause, c'est les attentes irréalistes. Parce qu'on dit le décalage brutal entre le rêve canadien et la réalité pousse souvent à faire du conjoint le bouc émissaire de l'échec migratoire. Oui. Et aussi, j'ajouterais une autre cause que j'ai pu trouver, c'est
une cause biologique. Parce qu'il y a des personnes qui, de manière intrinsèque, ne sont pas faites pour vivre en couple. Et qui, naturellement, sécrètent très peu l'oxytocine, qui est l'hormone d'attachement dont Marie-Claire parlait tantôt, que quand une femme met au monde un enfant, il y a déjà l'attachement vers cet enfant-là au détriment de l'attachement vers l'homme. Et que l'homme devrait comprendre ça également. Donc il y a des êtres que quand ils naissent, ils ne sécrètent pas suffisamment d'hormones d'attachement pour vivre avec quelqu'un et se sentir à l'aise. Donc et dans nos familles, généralement, on se pose souvent la question de savoir pourquoi tel ne s'est jamais marié. Et généralement, quand on force, il va divorcer, ou bien vous allez comprendre qu'un jour qu'il y a un féminicide quelque part. Donc c'est autant de facteurs qu'il faut tenir compte pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut résoudre ou bien apporter notre contribution pour le problème des divorces. C'est là qu'il y a quelque chose qui vient, qui est, quand on a parlé, qui est primordial, le renseignement. Donner l'information juste quand on change de milieu. Nous savons que, même jusque dans nos pays, il y a un choc quand on part du village pour la ville. Parfois, ce n'est pas la même réalité. Et ça brise les personnes. À plus forte raison, ceux qui immigrent. Il y a un point que Bertin a dit tantôt, beaucoup ont au moins le bac. Donc, ils savent ce que c'est que la recherche de l'information. Il faut aller se renseigner. Il faut connaître où on va. Mais est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a un manque dans ce quartier-là, chef? Si. Bon, disons que quand les gens arrivent ici, ils sont tellement occupés à trouver de quoi survivre que même ces informations-là... Mais quand ils venaient, ils pouvaient se... Oui, généralement quand les gens viennent, ils pensent qu'ils arrivent au paradis. Okay. La preuve que quand tu quittes le pays, les gens attendent que le lendemain, tu commences à leur envoyer de l'argent. Parce que les gens pensent que quand on arrive ici au Canada, il y a en tout cas une mallette d'argent qui nous attend. Donc souvent, quand les gens veulent venir, ils ne voient que le positif. Ils ne voient que le positif. Et nous-mêmes, les anciens qui sont ici, souvent, ils envoient aussi des fausses informations. Ils font croire aux gens que la vie est facile ici. Ce qui fait que souvent, quand les gens arrivent, c'est un choc. Les gens au pays, souvent, ne savent pas qu'ici, il y a des chômeurs, il y a des itinérants, il y a des gens qui dorment sans manger. Oui. Donc, quand les gens arrivent, il y a ce choc-là. Tu arrives, tu penses que le lendemain ou la semaine qui suit, tu vas trouver un travail. Et tu arrives, ce n'est pas possible, tu dois trimer, il faut retourner à l'école, il faut retourner. Mais ça, j'aimerais peut-être qu'on regarde ce point. Je vais poser un peu la question à la mémé, là où tu es dans ton truc, parce qu'il y a un phénomène que les hommes ne vont pas parler un peu plus. Beaucoup qui étaient des cadres dans le pays, quand ils arrivent ici, il faut qu'ils recommencent, il faut qu'ils retournent à l'école, il faut qu'ils changent leurs habitudes. Est-ce que ce choc qui parfois cause une dépression chez les hommes, je peux dire ça, qui ne dit pas son nom, parce que pour l'avouer, il faut que les gens puissent avouer qu'ils sont dans la déprime carrément là. Est-ce que ça n'a pas un impact majeur dans le couple? Marie-Claire? Marie-Claire, peut-être elle n'a pas suivi ma question, je pourrais poser ça peut-être aux autres ici. Est-ce que ce n'est pas un impact majeur là dans le couple? Oui, en fait, j'aimerais profiter de cette occasion également pour vous partager un cas vécu, un cas concret. Oui. Je suis arrivé en 2006 au Canada et je me suis inscrit, en fait j'ai cherché le travail comme tout le monde sans trouver parce qu'on disait sous prétexte que nous sommes trop qualifiés et qu'on n'avait pas d'expérience canadienne. Donc je suis retourné à l'école pour faire un certificat. J'étais tellement stressé avec la vie qui était difficile, tout tendu, avec les enfants, tout le monde. Un bon matin, il devait avoir examen. Et je me suis rappelé que l'examen devait avoir lieu. J'étais à temps plein, que l'examen devait avoir lieu le matin à 8 h, à 9 h. Et c'est à 10 h que je me suis rappelé. Et ce qui est curieux, que j'avais révisé toute la nuit. Donc c'est pour essayer de vous dire à quel niveau de stress
Ouais. les nouveaux arrivants vivent. Parce que moi qui venais d'un pays où j'avais mon emploi, où j'étais passé par la Belgique avoir un très bon diplôme, et qui se disait que je devais arriver au Canada avoir un meilleur emploi, Trop je me qualifié. retrouve en train d'être victime du fait que je n'ai pas d'expérience canadienne ou bien je suis trop qualifié. Je ne comprenais pas. Et les études que je faisais, c'était tellement bas que je me disais, pourquoi est-ce que je me donne cette peine-ci là? Est-ce que je vais arriver? J'ai oublié carrément d'aller faire l'examen. Heureusement que l'enfant souffrait légèrement. J'ai pris l'enfant, je l'ai amené à Saint-Justine. J'ai dit au médecin que l'enfant n'a pas dormi la nuit. Il dit que non, l'enfant me dit que l'enfant n'a pas dormi la nuit. Ça fait en sorte que c'est comme ça qu'on m'a signé un billet pour que je parte justifier que que je n'ai pas fait l'examen. Ben, parce que c'est qui est l'enfant, toujours- c'est une réalité. Ben, tu n'as pas dormi, ça a été difficile pour nous. Et on sait que ce problème de changement, ça stresse beaucoup l'homme, qui change son milieu, qui change ses habitudes. Et tu as parlé d'inversion des rôles. La femme trouve facilement. Mais ça, je ne sais pas si Marie-Claire est de retour avec nous. Ok. Si c'est Fatou qui est là, on va voir qui est là avec nous parce que là, il y a un point que quand on regarde ce stress, et je sais que Marie-Claire a dit quelque chose, la femme est capable de soutenir son homme, de faire beaucoup pour que l'homme se remette sur pied. Mais est-ce que l'homme aussi, parfois, n'est pas réfractaire parce qu'il se remémore tout ce qu'il a fait subir à cette femme à l'époque? Ça, c'est vrai que souvent, quand les gens ont le pouvoir, ils l'utilisent souvent. Comme je dis souvent, quelqu'un peut avoir un pouvoir utilisé pour élever les gens, comme il peut utiliser pour rabaisser les gens. Bon, parfois, si tu es un homme et que tu avais un pouvoir, disons, surtout monétaire et tout ça, et que tu as utilisé pour simplifier ton épouse, pour lui faire comprendre que c'est toi que sans toi, elle ne vivrait pas et tout ça là, et quand vous arrivez ici, elle se rend compte que moi je peux vivre sans toi et tout ça. Et l'archiviste se rappelle. Exactement. Toi, j'ai un ami qui dit toujours que quand il a fait ça, j'ai plié mon petit doigt. Voilà, voilà, c'est ça. Donc, si tu as utilisé le pouvoir que tu avais, au lieu d'élever ton épouse, tu as utilisé juste pour l'écraser. Le jour où elle a un pouvoir, bon, il y a des gens qui oublient, qui disent, bon, ok, ça va, bon, maintenant, au moins, tu ne dois plus me faire telle chose parce que moi aussi. Mais il y a d'autres qui disent que, bon, qui ont gardé ça en souvenir, le jour qu'elles ont aussi le pouvoir, ils disent que, bon, tu vas voir, le retour d'ascenseur, il te l'envoie. Donc, c'est un peu ça aussi, ça arrive. Malheureusement, ça ne devrait pas arriver. Parce que parfois, les gens font ça sans le savoir. Et puis, la personne qui a été écrasée, peut-être qu'elle sait que bon, ce que l'autre faisait n'était pas bien. Alors là, quand tu as le pouvoir, montre-lui que j'ai le pouvoir, mais je ne vais pas faire comme toi. Voici ce que tu aurais dû faire. Et tu le fais pour lui apprendre des choses. Merci. Je vais revenir à Fatou et je vais lui poser une question parce que c'est vrai, ça me turlupine. Elle a eu à toucher beaucoup de points concernant la famille et tout. Fatou, maintenant que les nouveaux arrivants qui viennent ici avec des enfants et qui arrivent sont frappés par le choc socio-économique, culturel et tout, et qui sont à la dérive, est-ce que parfois il y a une pression des familles en arrière, comme on l'a dit sur le plateau, qui attend à ce que tu commences à subvenir à des besoins, et souvent parce qu'on a fait des prêts, il faut rembourser. Mais est-ce qu'on a des conseils à donner aux parents qui sont de l'autre côté par rapport au type de pression et fait comprendre la réalité? Effectivement, moi, ce que je dis sur ce point-là, c'est qu'il faut que les parents au pays sachent que, comment dire, les chances ne sont pas pareilles. Des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que la maman ou le papa va voir le voisin construire son étage et va dire pourquoi moi, mon enfant qui est au Canada, ne construit encore rien pour moi. Oui. Ou la maman va aller au marché, voir l'autre maman avec un gros panier, avec un montant de 100 000 francs, dire ma fille vient de m'envoyer 100 000 francs. Toi, ta fille, est-ce que
elle commence à travailler ou les situations diffèrent hein, de chaque personne et de chaque famille et des priorités aussi. Moi, je dis tout le temps qu'on ne doit pas oublier nos parents. Ça, c'est primordial. Exact. Donc, même quand on a un 20 $, écoute, prenons un 3 $, partageons avec nos parents. Mais nos parents doivent être patients. Ils doivent vraiment être patients et se dire que le temps venu, ils auront ce qu'ils auront. Et se limiter à ce qu'on leur envoie. Ne pas se dire que oh, j'aurais pu avoir plus et plus accompagner leurs enfants. Parce que plus tu accompagnes ton enfant, plus c'est un investissement que tu fais et plus que demain, tu peux avoir plus. Et la situation ici est très difficile. Et indépendamment des personnes, ça diffère. Il y en a qui arrivent 2 jours plus tard, ils trouvent un bon emploi. Leur mari aussi, c'est pareil. Ils ont une famille qui est grande. Les allocations commencent à rentrer. Ils peuvent survenir aux besoins des enfants et ils peuvent se permettre de leur salaire de donner aux parents. Il y en a d'autres, malheureusement, ils arrivent, ils ne trouvent pas un emploi aussi rapidement ou quand ils trouvent un emploi, ce n'est pas bien payé. Ils arrivent juste à subvenir aux besoins d'ici. Mais moi, je pense que l'idée, la base, c'est que ton enfant soit épanoui. Et si ton enfant est épanoui là où il est, avec ce qu'il a, et même s'il ne t'envoie rien, cet épanouissement-là de ton enfant doit faire ton bonheur. Oh. Et puis, moi, il y a des parents qui aident encore. Hein. Moi, je suis arrivée ici 5 ans plus tard et ma mère m'envoyait de l'argent. Hein. Des fois, je me retournais, j'appelais maman aujourd'hui là. C'est difficile. Et puis là, elle dit, OK, ben, je vais t'envoyer quelque chose. Et puis, elle truc. Et puis, elle m'envoie. Et puis, moi, un jour, je me lève, j'ai un retour d'impôt. C'est beaucoup. Et je dis, maman, aujourd'hui, je partage avec toi. J'ai beaucoup d'argent. Et puis, finalement, c'est pas beaucoup. Donc, c'est juste savoir jongler. C'est pas facile du tout parce que la famille, en t'envoyant ici, a de l'espoir en toi. Oui. Ils pensent que tu dois pouvoir leur apporter quelque chose. Et nous, on a été éduqués comme ça en Afrique. C'est pas aujourd'hui que ça va changer. Un enfant, c'est un enfant, mais c'est un enfant, c'est un investissement. Et ta réussite en tant qu'enfant dépend de la manière dont tu t'occupes de tes parents. Ça, c'est primordial. On a beau venir ici avec des diplômes de doctorat, avec des postes de haut niveau. On doit savoir qu'il y a une base. Et cette base-là, c'est nos parents. Et tant que nous, on vit dans le luxe et que nos parents en Afrique sont dans la misère, ce n'est pas une réussite. Ils ont investi en nous. Il faut qu'on puisse leur donner. Donc, et les parents doivent pouvoir nous comprendre. Donc, c'est un juste milieu que les gens doivent pouvoir comme aligner, mais en même temps expliquer la réalité aussi à ceux qui sont au pays, leur dire que c'est pas facile. Il y a des périodes où ça va, d'autres périodes où ça va pas. Et puis, je pense que ça peut aller. C'est vraiment quelque chose de complexe, mais c'est quelque chose que nous, on doit savoir qu'est-ce qu'on devrait faire par rapport à nos parents? C'est quoi nos obligations par rapport à nos parents? Mais nos parents aussi avoir cet esprit-là de nous soutenir, de nous aider et de se dire que le jour où ça va marcher, c'est un investissement, écoute, ça va marcher. Mais si ça ne marche pas, je suis quand même là, je te soutiens. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Fatou. Je sais que c'est un choc culturel parce que chez nous, on sait qu'un enfant, on investit sur lui parce que nos vieux jours, il prendra soin de nous. Et nous arrivons dans un contexte où l'idée est carrément différente, où les gens disent qu'ils auront la pension retraite, et ils auront ceci, et on envoie les parents dans les centres pour personnes âgées, ce qui ne fait pas partie de nos valeurs culturelles. C'est souvent un gros choc, et c'est difficile de gérer tout cela. Mais dis-moi, Bertin, quand tu regardes ça, je sais qu'on n'a pas touché tous les points que nous devons, et on aura toujours, parce que c'est vraiment très grand. Quand tu regardes ça, en tant que quelqu'un qui est au niveau économique et qui regarde tous ces facteurs, est-ce que tu penses que ce n'est pas parfois la mauvaise gestion de nos ressources qui crée tous ces problèmes? Bon, oui, tu as tout à fait raison, parce que j'aimerais rebondir également sur l'intervention de Fatou pour dire,
Elle a tout à fait raison sur l'organisation avec laquelle on peut procéder pour subvenir aux besoins de nos parents au pays. Mais il y a une chose qu'il faut prendre en considération, comme tu as parlé de la bonne gestion, parce que quand déjà on est au sein d'un couple, c'est déjà une mini-entreprise qu'il faut gérer et que des comptabilités doivent être transparentes et tout. Donc déjà, si on sait, tu sais par exemple combien madame reçoit comme salaire, tu sais combien, elle sait combien je reçois comme salaire et combien qu'il y a allocation familiale. Bon, et si c'est que c'est un couple bien organisé, on sait qui fait quoi. Bon, le problème aussi dans certains couples se réside au fait, comme vous avez vu, j'ai fait mention du problème de transfert. Oui. C'est jamais quand il n'y a pas de transparence. Oui. Et quand il n'y a pas de transparence, on parlera de la mauvaise gestion. Exactement. Parce que si madame et moi, on sait que maman au pays, qui est ma maman, et sa belle-mère et sa maman au pays, a un problème particulièrement, et qu'il faut venir en aide, ou bien à un frère ou à une soeur. Ça vaut pas la peine de se cacher pour le faire. Oui, déjà, au sein du couple, quand on parle de communication, si on communique déjà entre nous Oui. par rapport à cette situation, et qu'elle est d'accord que le transfert soit fait, ça c'est une saine gestion dans le couple Dans déjà. le couple, oui. Donc c'est pourquoi j'appuie, je réponds par oui à ta question, que dans un couple, c'est la bonne gestion qui permet souvent c'est-à-dire de gérer certains problèmes qui pourraient subvenir éventuellement. Par exemple, on a pris le cas de transfert d'argent. On prend par exemple, peut-être madame a vu qu'elle a une belle paire de chaussures quelque part qu'il faut prendre. Est-ce qu'elle doit couper sur la ration alimentaire pour prendre, ou bien au lieu de faire peut-être un virement sur le RE des enfants, ou qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une transparence. Si déjà vous avez peut-être créé un compte conjoint et que vous dites à la fin du mois, pour subvenir aux besoins de la famille, tout l'argent nécessaire va dans le compte conjoint. Maintenant, ce qui reste dans le compte de chacun, il n'a qu'à sauter, même s'il veut y sauter qu'à l'air avec son problème. Là, c'est une saine gestion. Oui. Donc, et qui est même l'un des maillons forts des problèmes qui se trouvent aujourd'hui dans beaucoup de couples. Donc, je dirais oui. Et ça, je voudrais rappeler parce que ce qu'il dit, il y a une transparence, on ne peut pas cacher ce qu'on appelle ses finances. Madame sait combien monsieur touche, monsieur sait comment madame touche. Ça, c'est parce que à la déclaration des impôts, quand on est un couple, on vous dit voilà le salaire, voilà ce que le couple gagne. Et on dit madame vient avec tant, monsieur vient avec tant, on envoie un résumé à monsieur, on envoie un résumé à madame. Donc ça ne vaut pas parfois la peine de le cacher. En le cachant, on ne fait que créer d'autres problèmes qu'on ne pourra pas gérer demain. Et dans ce cadre, parfois, on n'est pas là. On est dans ce genre de cadre. On n'est pas toujours heureux de voir nos enfants aller à l'embout parce que les petits-enfants vont en payer le prix. Mais il y a d'autres conséquences. J'aimerais qu'à l'entame en sortant, qu'on puisse se dire, on pourra revenir là-dessus. Est-ce que c'est toujours facile de souffrir dans un mariage et d'y rester parce qu'on ne veut pas se séparer? C'est parce qu'on ne veut pas nuire à quoi que ce soit et se sacrifier au péril de sa vie. Non, je pense qu'il y a des moments où la vie à deux n'est plus possible. Quand je dis ça, à un moment donné, j'ai eu un oncle, paix à son âme, parce qu'il n'est plus de ce monde. On discutait. Il me disait que, bon, Apollinaire, tu sais quoi? Je dis non. Il dit que moi, j'ai toujours dit que je ne pourrais jamais me séparer. Je ne pourrais jamais divorcer. Mais si à un moment donné, ça devient un problème de vie ou de mort, je vais le faire. Donc, pour dire qu'il ne faut pas à tout prix rester dans un couple. Pas à tout prix. Il faut faire tout ce qu'on peut, chacun de son côté, pour que les choses marchent. Mais si à la fin, on voit que ça ne peut pas marcher, que les gens se séparent. Ça, vraiment, ce n'est pas forcément une fatalité. Mais le problème, c'est que maintenant, pour un oui ou pour un non, les gens veulent se séparer. C'est ça le véritable problème. Parce que chez nous, même, on a parlé de notre culture, chez nous, même, quand les gens restaient ensemble, mais les gens se séparaient. Je me rappelle quand j'étais encore à l'école primaire, il y a une voisine qui s'est séparée.
c'est ça. Qui s'est séparée. En tout cas, il y a une famille voisine qui s'est séparée, mais c'était un scandale dans le village. Le jour du marché, on en parlait, on a vu la femme on a vu la femme au marché de Bouddha, on en parlait parce que ce sont des choses qui n'existaient pas. Mais je dis, vraiment, quand on est en couple, il faut se battre pour rester. Il faut essayer de ramener, de se rapprocher. Parce que quand on se marie, chacun a eu son éducation de sa part. Mais quand on est ensemble, essayons de nous rapprocher. Mais jusqu'à un certain point, parce qu'il y a l'ADN de quelqu'un, de chacun, qu'on ne peut pas changer. Oui. Quand on arrive là, essayons d'accepter l'autre comme il est maintenant. Merci pour ces beaux points de conclusion. Et est-ce que sur l'économie, tu as quelque chose d'autre à ajouter? Oui, je dirais que nous sommes plus agents économiques. On connaît la fonction principale d'un consommateur, c'est de maximiser son utilité. Et généralement, quand l'utilité d'être marié est inférieure à l'utilité d'être divorcé, on ne peut que se séparer. Le résultat est seul. Donc, et avant de se séparer également, il faut qu'on note une chose. Le divorce n'est pas un jeu à somme nulle. Jamais. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce n'est pas parce que si c'est qu'on a des biens spécifiques ensemble et qu'on divorce, ça ne veut pas pourtant dire que tu vas récupérer des biens, je n'aurai rien. Non. Même si on divise ces biens en deux, on a toujours des pertes. Vous aurez toujours des pertes. Oui. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle en économie micro-institutionnelle le dilemme du prisonnier. Qu'il vaut mieux coopérer lors d'un divorce que de chercher à tirer profit seul ou bien à perdre vous deux. Donc la coopération est nécessaire. Comme a dit le chef, on interdit pour les gens de divorcer. Si divorcer va vous rendre plus heureux, vaut mieux divorcer. Parce qu'on connaît, il y a eu des féminicides, il y a eu des violences. Et quand on parle de violences, on parle de violences physiques que les femmes vivent très souvent. Et les violences morales, qui sont psychologiques, qui sont vécues par les hommes. Oui. Parce que vous voyez souvent certains hommes qui sortent et commencent à marcher seuls, en parlant seuls, alors qu'ils n'ont pas des écouteurs avec Bluetooth dans les oreilles, parce qu'ils sont victimes de violences verbales. Et le jour où ça explose, c'est très grave. Et généralement, ce type de violence, on a parfois tendance à le minimiser, à passer ça sous silence, et on s'accroche sur la violence physique. Mais quand je regarde, je vais peut-être attaquer Fatou là-dessus. Je sais qu'il y a des conseils que tu pourras peut-être donner à... Tous sont déjà peut-être partis, mais on reviendra à elle sur une autre émission et on saura qu'elles pourront nous donner d'autres points. Parce que ce côté de violence qui est psychologique, violence physique, psychologique, il faut qu'on sache aussi que parfois la violence physique peut découler d'une violence psychologique, une réponse. Mais ne pensez pas que seule la femme est forte dans la violence psychologique. On a aussi plein d'hommes qui sont des fins manipulateurs, forts dans la violence psychologique. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment fiers de vous. Vous voyez, on n'a pas attaqué ce point qui peut causer beaucoup de dépression chez les couples et partout. Et ça touche tous les peuples, que ce soit les immigrants, que ce soit les personnes non immigrants, les autochtones et tout le monde. Et nous, aujourd'hui, c'est toujours un plaisir de vous avoir. C'est pourquoi je ne sais pas si vous avez un mot pour dire merci à tout le monde, merci à Gas TV. Alors, chef, un mot de... Pour la fin, je voudrais juste remercier les téléspectateurs de Gas TV, tous les copanélistes de ce jour, d'avoir édifié notre petite communauté par rapport à ce fléau qui est vraiment très présent dans nos communautés de nos jours. Merci, Bertin. Ok, merci beaucoup, Papi. Merci au chef et merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont écoutés attentivement. Et j'aimerais dire un seul mot. On est conscient que c'est une situation qui est difficile à vivre et nous invitons tous nos frères et sœurs qui vivent ce genre de problèmes de se rapprocher auprès des personnes assez initiées qui ont peut-être des connaissances qui peuvent vous aider à vous aiguiller pour trouver des problèmes. N'attendez pas toujours que
le problème soit irréparable avant d'interpeller ceux qui peuvent vous aider. Faites d'efforts, ouvrez-vous, nous sommes là, on pourra vous aider, on pourra vous orienter vers des structures qui existent déjà ici au Québec, ou bien vers des personnes qui sont aguerries, ou même peut-être s'il faut demander conseil au pays, on peut demander conseil pour que nous puissions vivre dans une communauté forte et solide. Merci beaucoup, Bertin, pour ça. Merci, Cordo. Merci à vous, téléspectateurs. C'est pour vous que nous sommes là. C'est à cause de vous que nous sommes là. Nous sommes conscients qu'il peut y avoir beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de points d'ombre que nous n'avons pas pu toucher sur ce plateau parce que le sujet est très vaste. Il peut y avoir des points. Nous serons toujours prêts parfois, si vous avez une histoire particulière qui peut permettre d'édifier ou d'orienter un débat dans un sujet fixe, de nous l'envoyer. On saura comment vous répondre au mieux de nos connaissances. Merci Ngas, merci à tout le monde. C'était Papy pour vous servir aujourd'hui et permettre la consolidation de nos familles, de nos communautés, pourquoi pas de la société entière. Bon dimanche à vous tous. Allô Mosham.